Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous allons devoir échanger autour de questions de gouvernance, de justice et même d'économie. Dans cette émission, nous allons nous référer particulièrement justement à la sortie médiatique qui fait beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, notamment celle de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon, qui a été reçu sur le plateau d'un média international. Ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit a un écho, reçoit un écho un peu plus général, que ce soit ceux qui l'appuient et ceux qui ne l'appuient pas. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Nous allons discuter de cette question, principalement de toutes ces questions justement épinglées dans son passage, avec un invité, monsieur Herima Simbo, qui est coordonnateur de l'ONG Kinshasa Mérite Mieux, donc une structure de la société civile. Merci beaucoup et bienvenue. Merci beaucoup, cher Dan. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez sur cette chaîne et sur votre émission du passé. Et je salue l'équipe technique qui va nous accompagner. Pourquoi pas les réalisateurs de cette émission et aussi l'initiateur de la chaîne qui nous donne l'opportunité encore une fois de plus de pouvoir passer sur ce plateau. Okay. Et je salue tous mes compatriotes qui sont dans les zones sous occupation de l'ennemi. Je les encourage à être résilientes, déterminées et toujours debout pour montrer à l'ennemi que nous sommes un peuple uni. Nous sommes tous derrière notre commandant suprême. Je dis Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'aime bien appeler, comme vous le savez, les cousins nationaux. Alors, monsieur Herima Simbo, vous qui êtes de la société civile, vous êtes donc apolitique. Votre regard nous intéresse beaucoup sur cette question. Quelle est votre lecture, votre réaction après la sortie médiatique de l'ancien Premier ministre, de façon un peu plus générale? Comment vous avez perçu cette sortie médiatique? J'étais tout un peu surpris de voir M. Matata Pognon, un ancien vice-ministre du budget, un ancien banquier, un ancien Premier ministre, un ancien sénateur, et je crois qu'il a encore son mandat de député national au sein de l'hémicycle. Et hormis son statut d'un fugitif, parce qu'il a été condamné par la justice, il est en cavale parce qu'il a été porté disparu. Vous vous souviendrez même, sa propre famille, son épouse et ses enfants étaient à sa recherche. Et même sa famille politique était à sa recherche. Alors qu'il a été porté disparu, mais on l'avait vu réapparaître à un moment donné. Et puis, plus tard, il a réapparu lors des réunions de Nairobi, si je ne m'abuse pas, à la sortie de, soi-disant, son vol au Congo, alors que c'est son vol Joseph Kabila. Donc, nous avons été un peu surpris d'entendre de la bouche d'un ancien Premier ministre de qualifier notre justice d'une justice ethno-tribale, de qualifier les jugements rendus par les cours et tribunaux des jugements ethno-tribales, de voir le niveau qu'il avait atteint au sommet de l'État et le voir faire une chute libre, attiré par les pesanteurs de l'égocentrisme, attiré par les pesanteurs de la soif du pouvoir. On l'a vu tomber comme un petit messier, aller jusqu'à qualifier la gestion actuelle d'une gestion chaotique et d'une gestion ethno-tribalo. Tribalo, ethno, tout ce qu'il peut dire. Alors que nous, s'il faudrait parler... parce qu'il a refusé de travailler avec l'actuel régime qu'il a été poursuivi. Tout ça. Est-ce que c'est pour cela que Matata Pognon a été poursuivi par la justice? Vous êtes un journaliste, vous le savez. Et même la population congolaise et la population de la diaspora et le monde, quand tout le monde a attendu se dire, je vois que tout le monde a été étonné des mots prononcés de la bouche de M. Matata Pognon. Il ne pouvait pas dire ça. Est-ce que le fait qu'ils lui sont reprochés c'est là? Hein? Ce n'est pas ça, tout le monde le sait, que Matata Pognon est poursuivi pour les dossiers Boukangalonzo,
dont il a tant vanté, dont il a tant vendu de la chimère à la population congolaise et à la communauté internationale. Est-ce Et aujourd'hui, on ne sent pas, Oui. on n'a pas vécu nous ce projet Bukangalonzo qui a coûté à la République Oui. plus de 250 millions de dollars. Est-ce qu'il y a un problème de gouvernance qui se pose aujourd'hui dans notre pays, à tous les niveaux, au niveau de toutes les institutions? Est-ce qu'un problème de gouvernance se pose-t-il au niveau des institutions du pays? Vous savez, M. Dan Zeng, les problèmes de la gouvernance se posent toujours. Toujours. Même dans le pays le plus développé, comme on peut l'estimer, même dans les pays hautement démocratiques, comme on peut le dire, nous avons vu et nous sommes en train de vivre ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec les dossiers de l'immigration, d'accord, où un policier a abattu de sang-froid des personnes là-bas aux États-Unis. Et nous savons tous ce que le gouvernement américain avait dit au travers son porte-parole. Donc, il avait qualifié ces actes-là d'illégal. Donc, le fait pour un policier d'abattre un individu aux États-Unis était légal. Vous imaginez si c'était ici au Congo, dans notre pays? Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire par rapport à cela? Donc, je crois qu'au lieu de parler des ethnies, au lieu de parler des tribus, il faudrait parler des compétences. Quelque part, il a raison. raison. Parce que les indicateurs sont aujourd'hui très forts par rapport à la gestion. Nous prenons par exemple... La compétence. Au lieu de parler des ethnies et des tribus, c'est mieux de parler des compétences. Incompétence. Des compétences, je ne dis pas des compétences comme capacité managériale. Ça veut dire que pour le moment, il y a des compétences qui sont en train d'être prévalues dans la gestion du pays. Je crois nous devons tous promouvoir la compétence plutôt que la couleur de nos peaux et nos tribus. D'accord. Peu importe que la personne soit de ma tribu ou pas, mais si la personne est compétente, je peux l'embaucher. Je suis obligé de l'embaucher par rapport à sa compétence. Ma question demeure, est-ce que nous avons de la compétence au niveau des institutions du pays? Bien évidemment, il y a des ministres qui se démarquent, d'accord? Il y a des personnalités qui se démarquent par rapport à leur gestion, par rapport à leurs compétences et à leur connaissance, bien qu'il y a des failles, ça et là. Mais néanmoins, il faut reconnaître ceux qui se démarquent par rapport à leur métier, par rapport le sentiment général, aux institutions qui sont en train d'animer. Est-ce qu'il y a la compétence, le pays est bien géré de façon générale, mis à part les individualités, les compétences individuelles ou particulières? Est-ce que de façon beaucoup plus globale, on peut dire qu'aujourd'hui le Congo est géré par des personnes compétentes? J'ai dit, cher Dan, il y a des couacs, d'accord? Mais cela ne peut pas englober le peu de travail qui est abattu par quelques ministres et quelques individus qui se démarquent par rapport à leur gestion. On peut, par exemple, citer le cas du gouverneur de la Banque centrale, André Ouamesso. D'accord? À l'époque de Matata Ponyo aussi, il faut le dire, il n'y a pas eu l'appréciation de francs congolais devant le dollar. Aujourd'hui, on a une appréciation de plus de 40% de francs congolais devant le dollar. Pour avoir vendu la devise aux banques commerciales. Mais la Banque centrale n'a fait que recourir aux mécanismes qui sont prévus, légaux, qui sont prévus par la loi, qui sont reconnus par la Banque centrale. Il n'a joué que sur ces mécanismes-là, pas autre chose. D'accord? Pas autre chose. Et cela a impliqué sur le prix des biens dans les marchés. Nous avons vécu, s'il vous plaît, le pasteur Godin Poyi, s'il vous plaît, cher Dan, je ne voudrais pas... Ce que Ouamesso dit, c'est comparable à ce que le M23 fait. Ou même, il m'a même dit, c'est pire que ce que le M23 fait. Ça, c'est le pasteur Godin Poyi, qui est également professeur d'économie et député national. Les dires de professeur Godin Poyi, pasteur, ancien président de l'Assemblée provinciale, vous savez, c'est le seul gouverneur qui chantait et criait, dansait pour les gouverneurs Gentini Ngobila, dont il vantait les œuvres, alors que Gentini Ngobila était incompétent par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa. Et lui-même, Godin Poyi, dans quel état il a laissé la ville province de Kinshasa? Et je ne vais pas vous rappeler, c'est ce même gouverneur qui avait dit que si on ne répare pas sa maison, il allait rejoindre dans 24 heures le groupe 1-23. Donc, les paroles ou les dires de Godin Poyi n'ont pas de crédit devant moi. Parce que c'est quelqu'un
que la République a chéri, la République paye, la République a logé, la République a nourri, et c'est quelqu'un en moindre pépin, ils sont prêts à pouvoir tourner les dos à la République et être contre le pays. Mais moi, je vois plutôt les faits. Moi, je m'attale sur le fait. Parce que quand on dit que le franc congolais s'est apprécié, d'accord, on peut voir les statistiques et en juger par rapport à cela. Quand on dit qu'il y a baisse des prix, d'accord, des prix des carburants à la pompe, on peut aller vérifier et les statistiques vont nous renseigner par rapport à cela. Et quand on dit qu'à l'époque des Godin Poy, qui était président de l'Assemblée provinciale, rien n'a été fait en termes de loi, en termes d'initiation ou en rapport avec les contrôles de l'Assemblée provinciale sur les exécutifs provinciaux, rien n'a été fait. On a vu le député Mike Mukeba et comment il a été matraqué, poursuivi par Godin Poy notamment et autres personnalités. Pourquoi? Parce qu'il voulait être réellement un élu provincial qui surveille les actions de l'exécutif provincial, mais cela n'a pas passé au niveau de l'Assemblée provinciale 24, à l'époque de Godin Poy. Donc les dires de Godin Poy n'ont pas de crédit devant la population. 24 janvier 2019, 24 janvier 2026, une date qui est restée dans les annales de la République démocratique du Congo, jour de passation de pouvoir entre le président Kabila et le président Félix Tshisekedi pour la première fois depuis que le Congo est indépendant. On a vu ces images. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans exactement qu'on a vécu ce moment historique. Alors, pendant les 7 années du président Tshisekedi, pensez-vous qu'il s'est démarqué de son prédécesseur dans la gestion de la chose publique, ou il a fait pire? Bon, en fait, il y a des prouesses qui ont été réalisées, il y a aussi des faiblesses. La population attend toujours le mieux. La population a toujours des revendications. Okay. La population a toujours voulu avancer par rapport à ces revendications, par rapport à ce que les dirigeants donnent. Okay. La population exige de nous toujours le meilleur de nous-mêmes et le meilleur des gouvernants. Okay. D'accord? Si vous avez promis à la population d'atteindre les points A, une fois que les points A atteint, la population va vous exiger d'aller vers le point B, et le point B atteint, la population va toujours vouloir vous exiger d'atteindre le point C. Donc, au moment où un besoin est satisfait, un besoin satisfait crée un autre besoin, et l'autre besoin satisfait, ça crée un autre besoin. Donc, les besoins de l'homme sont illimités, alors les attentes des populations, nommément, sont illimitées, mais néanmoins, le peu des choses qui sont en train d'être faites, ça, il faut les reconnaître. Aujourd'hui, nous avons par exemple le fait marquant de la gestion de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons l'économie nationale. Il y a la gratuité de l'enseignement. C'est une avancée significative par rapport à la formation, au secteur de la formation et de l'éducation. Parce que nous savons nous tous, s'il vous plaît, nous savons nous tous que le secteur de l'éducation, c'est un moteur. D'accord, c'est un facteur déterminant pour l'émergence et le développement. D'accord. Mais si on doit revenir sur ce que vous avez dit tantôt, que nous avons le bilan de façon générale, c'est un échec pour la population qui attendait plus, qui attendait mieux, et qui attendra toujours mieux. Qui attendra. Mais à qui on doit attribuer, à qui incombe la responsabilité? Est-ce directement au chef de l'État? Ou la faute est collective? Et évidemment, si aujourd'hui on doit devoir juger, je ne dirais pas que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il faudrait faire une large démarcation entre les actions posées par le chef de l'État, d'accord, et les demandes de la population. D'accord? Aujourd'hui, je peux promettre à la population de pouvoir lutter, faire des momies pour baisser le prix des carburants à la pompe. Mais une fois le prix des carburants est en baisse, la population ne s'arrêtera pas là. La population vous demandera encore plus. D'accord? Mais par rapport à ce qui a été promis, à ce qui a été exécuté, je crois que c'est largement, on a dépassé la barre des 60%. OK? Mais on ne comprend plus. Oui. Vous parlez d'échec. Là, vous parlez
On ne comprend plus vraiment. Qu'est-ce que Non, vous voulez? nous sommes, en fait, je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez il y a les attentes de la population Oui. et la vision et les programmes qui est définis par le gouvernement. Ok. D'accord? Ce que le gouvernement fait comme action, ce que le gouvernement pose comme acte, d'accord? Cela ne voudrait pas dire que c'est l'essentiel de ce que la population attend. Oui. D'accord? Ce n'est pas l'essentiel de ce que la population attend. La population attend toujours le mieux. Parce que les besoins de l'homme sont illimités. Et l'homme cherche toujours le mieux et le meilleur. On retient quoi? Oui. On retient quoi? Ces pouvoirs exécutifs, ils travaillent bien ou ils travaillent mal? On retient que aujourd'hui, Oui. le pouvoir fait de son mieux pour atteindre, pour améliorer du jour le jour le quotidien de la population. On va avancer. Matata Ponyo disait également que le problème principal du Congo, c'est le problème de gouvernance. C'est le plus grand problème. Le leadership, la gouvernance, pardon, est défaillante dans notre pays. On va aller dans les détails. Que pensez-vous de cela? Est-ce qu'il a tort de dire que le pays est sous la mauvaise gouvernance actuellement? Je pense fermement que Matata Ponyo a tort. Parce qu'il faudrait définir d'abord le contexte dans lequel le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris le pouvoir et dans quel contexte il a évolué jusqu'à ces jours. D'accord? Si on avait une mauvaise gouvernance, ces jours, je crois que le pays serait déjà occupé ou tombé entre sous-occupation rwandaise. Le pays est occupé. Non, sous-occupation serait déjà sous-occupation. Mais le pays est sous occupation. Non, le pays, ce n'est pas le pays. Il y a quelques zones du pays qui sont sous occupation. C'est le pays. Je n'en disconviens pas. Oui. Mais j'ai dit que si il y avait cette mauvaise gouvernance, ces jours, le pays serait déjà dans son entièreté occupé. Mais si il y a cette résistance, le fait qu'ils ne viennent pas, ils n'avancent plus, c'est la bonne gouvernance, c'est ce que vous voulez dire. Je ne dis pas cela non plus. D'accord? Mais on voit comment est-ce que le gouvernement est en train de travailler, comment est-ce que le chef de l'État est en train d'accompagner ces gouvernements, d'accord, qu'on estime que c'est l'aspiration du peuple, et comment est-ce que ce gouvernement est en train de faire face à une agression sauvage, à une occupation sauvage de la part du Rwanda. Vous avez suivi le nouveau rapport de la Banque mondiale 2025. La République démocratique du Congo figure à la dernière liste des pays du monde, les pays les plus pauvres du monde. Vous avez suivi Je juge que ce ne sont que des indices. D'accord? Ce ne sont que des indices. Nous savons comment est-ce que ces indices sont calculés. Qui sont universels. Non, je ne refuse pas non plus. Mais nous savons tous que comment est-ce que ces indices sont calculés. Ça ne répond réellement pas au contexte de l'économie africaine. Okay. Ça ne répond réellement pas au contexte de la vie sociale de l'Afrique. D'accord? C'est calculé sur base des indices relevés dans les pays occidentaux, relevés dans le pays stable, relevés dans le pays développé et émergent. D'accord? Ces indices calculés ne répondent pas à notre quotidien. Non, c'est faux. Ne répond pas. Non, ça ne répond pas. Je ne dis pas que c'est faux ou vrai, mais par rapport à notre quotidien, par rapport aux réalités africaines, cela ne répond pas. Parce que quand on vous dit que, par exemple, vous mangez par exemple moins de $1 par jour. D'accord? Et il y a certaines zones qu'on a qualifiées des zones qui sont en sous-alimentation. Pendant par exemple les Bandundu et les Grands Équateurs. Mais quand vous promenez dans ces deux provinces-là, vous trouverez que par rapport à la réalité et par rapport aux chiffres qui sont publiés par la Banque mondiale, ça ne reflète pas la réalité sur terrain. Donc c'est pas crédible. Mais je ne donne pas trop de crédit à cela. Il y a de quoi pouvoir faire une remise en cause de tous ces indices et de tous ces chiffres tels qu'avancés par la Banque mondiale. Alors, on va avancer, Monsieur Eri Massimbo, on va parler de détournement et de corruption. C'est que dénonce Monsieur Matata Ponyo. Votre réaction? Mais lui-même, il est poursuivi pourquoi? Monsieur Matata Ponyo. Lui-même, il est poursuivi pourquoi? Pour le fait de détournement des deniers publics. D'accord? Lui-même, qu'est-ce qu'il n'avait pas promis à la population congolaise? La construction des plus de 100 écoles. Chaque année. 1000 écoles. 1000 écoles chaque année, voilà. 1000 écoles chaque année.
est-ce que c'était effectif? Dans quelle province a réussi ces 1000 écoles? Depuis que Matata Ponyo était Premier ministre, je sais qu'il est sorti Premier ministre. Les dossiers Bukangalonzo. Croyez-vous que cette ferme de Bukangalonzo a englouti 250 millions de dollars? Croyez-vous à cela, cher Dan? Où seraient passées toutes ces machines? D'accord? Soi-disant achetées par l'argent des contribuables congolais. Ces jours. Mais allez faire un tour. Allez voir. D'accord? Donc, lui-même, il y a des faits qui lui sont reprochés et il ne veut pas reconnaître cela. Donc, un voleur ne peut pas crier encore au voleur. C'est ça le jeu. Là, on assiste au cri d'un voleur. Un voleur qui crie au voleur, alors qui croit? Est-ce que depuis lors, les détournements, la corruption, tout ce qu'on connaît comme mauvaises pratiques dans les finances publiques, est-ce que depuis lors, on a évolué? Non, on tient toujours à pouvoir les dénoncer, on tient toujours à pouvoir en parler, d'accord? Quand il y a des actes de détournement, il y a des actes qui ne répondent pas à la meilleure gestion des finances publiques, il faut se les dire, il faut les dénoncer. Mais c'est inavancé aujourd'hui quand on est en train de dénoncer et quand on est en train d'arrêter ceux qui ont volé ou détourné l'argent des contribuables congolais. Bien que les dossiers n'aboutissent pas toujours, mais c'est une avancée significative par rapport à ce qui s'est passé avant. Avant, vous pouvez détourner, faire tout ce que vous voulez. Personne n'est crié. La justice était aveugle par rapport à tous ces actes. Mais aujourd'hui, au moins, quand vous détournez, on crie sur vous, on les dénonce. On voit la justice vous poursuivre. À l'époque, le régime passé, on avait vu, il y avait des cas de détournement. Est-ce qu'il faudrait parler des dossiers des 32 millions dont M. Bochak a été reproché? D'accord? Et tous les cabinets de Joseph Kabila a été reproché par rapport à cela. En matière de Est-ce qu'il faudrait encore évoluer? Non. Aujourd'hui, il y a une avancée. Il y a une avancée. Il y a une avancée parce qu'on voit les dénonciations qui s'est fait. D'accord? On voit les détourneurs être interpellés par la justice, bien que les dossiers n'aboutissent pas toujours, mais c'est une avancée significative par rapport à ces méfaits et à cette vice qui gangrène la société congolaise, surtout la classe politique. Alors, monsieur Irimassim, on va avancer. On va évoluer toujours avec le même dossier. Alors, monsieur Matata Ponyo peint un tableau encore plus sombre et dit que jamais la RDC n'a été mal gouvernée comme c'est le cas aujourd'hui, depuis l'indépendance. Depuis 66 ans, bientôt. Oui. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est la gouvernance la médiocre, on va dire, la plus mauvaise. Votre avis? Non, je ne pense pas. C'est nous qui est son jugement. Et nous connaissons tous de quel côté Matata Ponyo se trouve aujourd'hui. D'accord? Il se trouve du mauvais côté, du côté de l'ennemi, du côté de l'envahisseur, du côté des occupants. Nous connaissons tous de quel côté Matata Ponyo se trouve aujourd'hui. Donc, tout ce que Matata Ponyo dit, ça n'a pas sa place. Parce que si il veut réellement parler de ces questions et que nous puissions l'aborder, c'est un élit national. Oui. Qu'ils viennent siéger au sein de l'hémicycle et pouvoir dénoncer cela et pouvoir parler de cela. Parce qu'en tant que législateur, il a le pouvoir de contrôleur aussi. D'accord? Qui viennent travailler à l'intérêt de sa base, de Kindu. Entre les 5 chefs d'État que nous avons eus, Kasavubu, Mobutu, Kabila père, Kabila fils, Tshisekedi, si vous devez choisir parmi ces dirigeants aujourd'hui comme étant celui qui a incarné un leadership exemplaire, un leadership modèle, tourné vers le besoin de la population, lequel sur qui vous jetteriez-vous votre dévolu? Vous savez, aujourd'hui, cher Dan, c'est gymnastique pour le faire. Il faudrait reconnaître d'abord que chaque président a évolué par rapport à un contexte donné.
Mais oui, il y a toujours quelqu'un qui se démarque. Non, parce qu'ils n'ont pas eu tous... Ils n'ont pas tous les mêmes compétences. Tous n'ont pas eu les mêmes objectifs. Tous n'ont pas eu la même vision. Tous n'ont pas eu le même programme. D'accord? Et tous n'ont pas eu le même temps de pouvoir de la gouvernance. Oui, mais déjà, d'accord. Tous n'ont pas eu mais chacun des a essayé de poser une pierre pour la construction de ces pays. Vous préférez lequel? C'est ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire aussi. Vous préférez lequel de ces 5? Aucun président n'est venu avec une baguette magique et il a frappé pour transformer les quotidiens de la population congolaise. Aucun président. Mais chacun, en ce qui les concerne, essaie de faire de son mieux pour apporter une pierre dans ces grands bâtisses qui est les Mais quand même, dans une salle de classe, il y a toujours celui qui a beaucoup plus de points, celui qui en a peut-être un peu moins, celui qui en a encore moins. Les élèves n'ont pas toujours les mêmes résultats. Là, vous me donnez encore plus d'arguments. Vous avez bien dit, dans une même salle de classe, vous avez un même professeur, vous avez le même cours, vous avez un même enseignant qui vous enseigne au même moment, en même temps, le même questionnaire à répondre à cela. Oui, donc, c'est là, vous voudrez dire... C'est le même pays. C'est le même pays, mais avec chaque président est venu avec un défi à relever. Donc, tous aujourd'hui, les plus grands défis que le pays a aujourd'hui, c'est les défis de la paix. C'est les défis de l'unité. C'est des défis de pouvoir mettre hors état de nuire et de préserver les frontières telles que nous a été léguées par nos aïeux. Nos aïeux. Merci, les colonisateurs. Merci beaucoup, monsieur Herima Simbo. On est en train, je crois qu'on est en train de descendre, d'aller vers la fin de l'émission. Parlons de cette question de l'Est, puisque vous en avez parlé de façon passagère. Les causes principales de la rébellion, c'est la mauvaise gouvernance. Il revient encore une fois pour lui. Si nous avons le M23, tout ce qu'il y a comme les armes, les balles qui crépitent de l'autre côté, c'est parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. Votre avis? Je crois que ce n'est pas ce que l'occupant a dit. il a encore une fois de plus à côté. Ce n'est pas ce que l'occupant a dit. D'accord? L'occupant a dit autre chose. L'occupant, Paul Kagame, a dit qu'il est à la poursuite, d'accord, de ces terres, des terres du Rwanda qui appartenaient au Rwanda. C'est ce dont il est en train de poursuivre. Ce n'est pas la gouvernance. Paul Kagame était clair. Ce n'est pas pour une question de gouvernance ou des élections ou de quoi que ce soit. Ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est d'aller récupérer les terres qui appartiennent au Rwanda. Donc, ce n'est pas une question de la gouvernance. C'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, d'accord, c'est là qu'ils disent qu'ils prennent les armes aujourd'hui, ils réclament une identité à la nation congolaise. Est-ce que c'est là, il faudra encore revenir par rapport à cela? C'est une question identitaire, c'est une question des terres que l'occupant est en train de réclamer. Ça n'a rien à voir avec la question de la gouvernance. Ça n'a rien à voir avec la question de la gouvernance, mais vous avez suivi l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis qui a reconnu être justement en coopération avec le mouvement FCM 23. Pour lui, ils sont en train de protéger notamment la communauté Tutsi d'une possibilité de génocide en République démocratique du Congo de la part des FDLR. Comment vous réagissez par rapport à cette information? Vous connaissez ma position par rapport à cette question. Je ne voudrais pas être assez poignant par rapport à cela, mais je crois que tout le monde doit jouer sa part de la musique pour la construction et l'unité de ces pays. D'accord? La communauté dont on parle des Tutsis congolais, mais si cette communauté, c'est une communauté Tutsi, mais qu'ils rentrent dans leur pays, c'est plus clair que ça. D'accord? Il n'y a pas de Tutsis congolais. Mais, en fait, il n'y a pas de Tutsis congolais. Est-ce qu'il y a une tribu des Tutsis congolais? Il y a un ministre qui est de cette tribu-là. Non, mais est-ce qu'il y a au gouvernement? Non, on parle d'une communauté, on ne parle pas d'une tribu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Une communauté, c'est un regroupement de peuples habitant dans un pays. Ah, ils ne sont pas originaires de... Ils peuvent être originaires tout comme pas. D'accord? À quel est le cas du
quand vous êtes, c'est quoi le cas quand de vous êtes, Tutsi? quand vous êtes une tribu qui appartient à un pays, cela veut dire vous avez une langue, cela veut dire vous partagez les mêmes valeurs, cela veut dire vous êtes détenteurs des propriétés terriennes dans une contrée donnée. Cela veut dire que vous tous ensemble, vous formez un peuple. D'accord? Parce que les minorités dans ces pays, il y en a partout. Tout le monde est minoritaire. Mais dans l'ensemble, en tant que Congolais, nous formons une majorité. Mais quand vous dites que vous êtes minoritaire, par rapport à quel peuple? Par rapport à quelle communauté? D'accord? Il faut se les définir. D'accord? Je pense que cette question des Tutsis congolais, ça n'existe pas. Il n'y a pas une tribu Tutsi congolais. Si les gens veulent dire être des communautés Tutsi congolais, alors une communauté, on reconnaît à plusieurs reprises, il y a eu des vagues, d'accord, de flux de réfugiés ici dans notre pays. Est-ce qu'il faudrait parler de plusieurs opérations qu'il y a eu? 1950, 1949, 1918, 1919, 1921. Il y a eu des vagues de migration dans ces pays. D'accord? Est-ce qu'il faudrait parler de des dernières migrations de 1960 et de 1961? Au Rwanda, il y a eu souvent des guerres ethniques, mais ce n'est pas le cas ici chez nous. On connaît comment est-ce que cette population est entrée ici jusqu'à s'appeler les Tutsis congolais. Très bien. Siardan, on a le même frontière on partage le même frontière avec le Congo-Brazzaville. D'accord? Chez les Manianga là-bas, de l'autre côté, il y a les Balari, de ce côté ici, il y a les Manianga. Donc, tous les Tutsis, ils parlent des langues qui sont proches, mais pourquoi il n'y a pas de Manianga congolais et des Manianga congolais de l'autre côté? Très bien. Pourquoi il n'y a pas les Bazombo de ce côté-ci et les Bazombo de l'autre côté? Nous connaissons aussi dans les Katanga, nous partageons des frontières avec avec 9 pays. Mais pourquoi avec les autres pays, on n'a pas ces problèmes-là? Des communautés machin. Nous connaissons, il y a par exemple la communauté libanaise qui vit ici. Il y a la communauté indienne. Ils vivent ici calmement. Il y a la communauté sénégalaise. Il y a plusieurs communautés qui vivent dans notre pays. On doit avancer. On a compris. Pour parler des communautés Tutsi congolais, mais s'ils sont reconnus comme des Tutsis, mais nous connaissons tous. On doit avancer. Les Tutsis viennent du Rwanda. On doit avancer. Ils ne viennent pas du Congo. On doit avancer, monsieur Herima Simbo. On doit avancer. Voilà. Monsieur Matata Ponyo préconise également un dialogue. Un dialogue inclusif pour trouver les solutions aux problèmes de la partie orientale du pays. Votre réaction? Bon, le dialogue, ces derniers temps, est devenu comme une pratique. D'accord? Par rapport à certains défis qu'on rencontre, par rapport à certains couacs que les pays rencontrent, d'accord, dans son évolution. Et aujourd'hui, si on estime qu'il y a une nécessité de pouvoir aller au dialogue, et j'encourage cela, mais on va aller au dialogue avec qui? Avec les mêmes acteurs de Sun City, avec les mêmes acteurs qui avaient signé, qui avaient juré haut et fort de ne pas pouvoir recourir aux armes comme un moyen pour pouvoir accéder au pouvoir. Est-ce que c'est avec ces mêmes acteurs? Vous êtes partant pour un dialogue? Matata Ponyo avait même oui dit, ou non? Matata Ponyo avait même dit que à son époque, ils avaient mis fin au M23. Bien sûr. Mais non, c'était faux. Le M23 s'était cantonné. Il y a eu cantonnement du M23 dans les Saramboué là-bas. Et même ils se disent qu'ils viennent du Saramboué. Ils s'étaient cantonnés. S'ils estiment que quand lui, ils étaient au pouvoir, ils avaient résolu cette question, pourquoi aujourd'hui il y a eu résurgence de cette même question? Donc, c'est loin d'être une question liée à la gouvernance, mais c'est plutôt une question liée à l'identité, une question liée aux questions purement foncières. Ce n'est pas une question de la gouvernance. S'ils avaient réellement répondu aux revendications de M23, le M23 n'allait pas ressurgir à l'époque de Joseph Kabila. Si vous connaissez tous, Paul Kagame avait clairement dit que si M. Tshisekedi répondent à mes revendications, la guerre finira. Mais comment résoudre? C'est parce que Tshisekedi aujourd'hui ne veut pas accéder aux revendications de Paul Kagame. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Paul Kagame ne sait pas mettre un terme à cette agression, à cet envahissement, à ces occupations. Donc aujourd'hui, on peut se sentir satisfait parce qu'il y a un président
d'accord, qui a eu à démasquer l'envahisseur, l'agitateur de nos frontières, c'est lui qui tue, puis viole, d'accord, au Congo. C'est Paul Kagame. C'est identifié. Donc, cette question liée à la gouvernance par rapport aux revendications, je crois fermement que ça n'a pas sa place, parce que c'est que Paul Kagame dit, par rapport à ses envies, d'accord, par rapport à ses ambitions, ça n'a rien à voir avec tout ça. Comment régler cette question? Comment résoudre la problématique de l'insécurité dans la partie orientale du pays, selon vous? Je crois fermement. D'accord? Il faudrait mettre le point sur les i. Premièrement, en rapport avec cette question identitaire des soi-disant Tutsis congolais. Il faut y mettre fin. Il faut y mettre fin. Comment? Il faudrait changer, en fait, les langages par rapport à cela. Comment? Il faudrait s'en passer de cela. Il faudrait une étude systématique, socio-anthropologique, pour pouvoir relever les faits et retracer comment est-ce que cette population est entrée ici au Congo. D'accord? Parce qu'on n'oublie pas et nous regardons que c'est en Sainte-City qu'on avait accepté leur accorder la nationalité. Ce n'est pas aujourd'hui cette question à surgir. Même à l'époque de Mobutu, c'est en la constitution de Sainte-City qui a reconnu la nationalité à ces soi-disant Tutsis congolais. Rappelez-vous, d'accord, en 1989, rappelez-vous en 1989 quand la loi fondamentale de 60 sous l'égide, rappelez-vous en 1979 sous l'égide de puissants directeurs de cabinet Bisengé Mania. À l'époque, il avait pesé pour que Mobutu puisse signer une ordonnance donnant la nationalité collective à cette même communauté. Et du jour au lendemain, en 1981, le Parlement, à l'époque, le MPR avait exigé le retrait de cette nationalité, de l'octroi de cette nationalité collective. Et on avait exigé que si quelqu'un estimait de faire une demande, la demande de la nationalité devrait s'exprimer de manière individuelle et non collective. Ce n'est que lors du dialogue de Sainte-City qu'on avait accordé la nationalité à cette communauté aujourd'hui qui nous cause des problèmes, qui est devenue comme un caillou dans la chaussure. D'accord? Pour la marche de ces pays. Si réellement ils s'estiment être des Congolais, mais pourquoi ils s'allient avec Paul Kagame pour commettre des actes barbares et sauvages ici au Congo? S'ils estiment et ils se croient être des Congolais, pourquoi ils ne dénoncent pas cette manipulation de Paul Kagame? S'ils estiment être des Congolais, mais pourquoi ils acceptent être manipulés jusqu'à ces jours en dehors de par Paul Kagame et aujourd'hui être mal vu par les Congolais? Vous l'avez suffisamment dit. Vous l'avez suffisamment dit cette question-là. Vous l'avez suffisamment dit et on a entendu. Mais à part ça, à part cette proposition, y a-t-il une autre proposition? Je pense il faudrait faire la guerre au Rwanda pour notre propre dignité. La solution militaire. Et notre honneur. Il faudrait faire la guerre au Rwanda. Parce que le Rwanda n'écoutera que la force. Et sans la force, et sans notre détermination, et notre résilience, et notre armée, d'accord, le Rwanda n'attendra pas. Merci beaucoup, monsieur. Parce que le Rwanda a une expérience par rapport à ces actes qu'il pose au Congo. Donc, ce n'est pas par là une voie diplomatique ou un dialogue qu'on arrivera à assoupir l'appétit de Paul Kagame. Massimbo, merci beaucoup à l'équipe technique également qui m'a permis de pouvoir présenter cette émission. Le plaisir est pour nous. Mais juste une dernière question, comme c'est des traditions dans cette émission, vous allez regarder la caméra, vous posez la question, si vous deviez donner un conseil au président Tshisekedi aujourd'hui, n'importe quel conseil, tout ce qui vous vient à l'esprit, si vous deviez lui donner un conseil, ça serait lequel? Fixez la caméra et puis adressez-vous à lui. On espère qu'il va vous suivre. D'accord. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez été élu. Vous êtes le premier président à accéder au pouvoir par une passation pacifique, sans prendre les armes. Aujourd'hui, le peuple congolais espère au meilleur, au mieux. Alors, comme je le dis souvent et comme je vous appelle souvent, les cuisines nationales, Molambi Yamboka. Donc, vous connaissez vous-même le rôle que jouent les cuisiniers dans la cuisine. Et quand les cuisiniers sont dans la cuisine, il y a un peuple, il y a une famille
qui reste au salon ou dans la salle à manger pour attendre et assoupir son appétit. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre au fait. Peu importe l'odeur ou l'arôme piquant du piment, peu importe le feu qui va vous brûler le doigt, peu importe l'huile qui peut tomber des fois dans votre main et vous brûler, mais restez déterminé à pouvoir servir au mieux ce peuple pour assoupir son appétit et répondre à sa faim. C'est la fin de cette émission.